l'Académie de la culture noire, les pères Hank M. Teouti, présente le pouvoir de l'information, mais un pouvoir et rien sans contrôle. Une lecture, un développement dit Neb Kinkela Omazulu Kufui Motepatumura. Si vous avez été chanceux dans votre vie, eh bien, vous avez sûrement eu l'opportunité d'apprendre que la connaissance, c'est le pouvoir. Mais comme nous pouvons bien essayer de la décortiquer, on essaie de comprendre c'est quoi l'information. Eh bien, l'information peut être définie comme système de connaissances, organisation des mots et de la perception. Mais si ceci n'est pas utilisé de manière appropriée, eh bien, cette base de pouvoir contenue dans l'information peut tout simplement se perdre et être annihilée. Ainsi donc, dans notre parcours de recherche, d'accumulation de connaissances pour devenir de coach de connaissances, de motivateurs de connaissances, il est donc important que nous devenions conscients des sources qui rendent l'information disponible pour nous. Et ceci est un attribut, est une compétence que nous pouvons cultiver en nous en très peu de temps. Et à ces fins, l'expérience est le meilleur enseignant. Chaque expérience doit être évaluée de manière équilibrée et profonde, de manière à en extraire la leçon contenue et disponible pour nous. Dans notre démarche d'accumulation ou dans notre démarche je disais donc, dans la compréhension de la relation existant entre la connaissance, le pouvoir et le contrôle, nous avons rencontré où nous allons présenter des exemples qui peuvent sembler n'avoir pas de relation, mais qui à la fin va renforcer des discours sur la notion du pouvoir, de l'information et de la connaissance. Cette étude ou cette illustration que nous vous présentons tient en compte des personnalités, Carl Lewis et Père Noël. Carl Lewis, comme vous le connaissez, est une star olympique. Il a été repris dans une campagne publicitaire développée pour le compte de Pirelli. Pirelli est un fabricant d'autovéhicules italien. Les thèmes donc du pouvoir du contrôle sont renforcés dans chaque publicité. Et à travers ces publicités, nous voyons Carl Lewis qui impersonnifie les produits qui sont les pneus de Pirelli, parce que Pirelli ne fabrique pas des autovoitures, mais fabrique les pneus pour les voitures, autovéhicules. Et dans chacune de ces publicités, Carl Lewis était habillé d'un vêtement qui avait sur elle les impressions, les vêtements avaient sur lui les impressions des pneus.
Et on voyait Carl Lewis courir à la vitesse de l'éclair pour dramatiser le fait que les pneus Pirelli étaient de très bons pneus pour votre véhicule et qu'ils étaient en mesure de résister à toutes les circonstances difficiles. Et un trait qui accompagnait ces publicités ajoutait: le pouvoir n'est rien sans contrôle. Dans une autre publicité, Carl Lewis est vu courir pieds nus dans une forme de flaque d'eau. Et dans ses pieds, sous ses pieds, on pouvait lire: Pirelli est capable de vous conduire même dans l'eau. Cette publicité avait pour suggestion que les pneus Pirelli avaient la capacité de résister au drainage ou à la débandage du véhicule, même quand vous passez sur l'eau. Nous avons vu plusieurs publicités de ce genre dans différentes télévisions. Et ces publicités ont été vues pour la plupart aux États-Unis. Souvenez-vous que c'est un cas que nous sommes en train de présenter. Cependant, en Angleterre, quelque chose d'autre était en train de se passer. En Angleterre, aussi, on a eu la publicité de Carl Lewis pour représenter les pneus Pirelli. Mais cette fois-ci, Carl Lewis était représenté portant des chaussures pour dames dans une position à dire peu sexuée. Et au-dessus de sa tête, en grand en rouge, est écrit: le pouvoir n'est rien sans contrôle. Et en bas, il était écrit: si vous allez conduire, montez des pneus Pirelli sur votre voiture. L'inférence était assez directe, à savoir que même la voiture la plus performante, c'est-à-dire on indiquait avec ça que même la voiture la plus performante allait avoir des rendements pauvres si on mettait des pneus incorrects. Ce qui a été indiqué par Carl Lewis mettant des chaussures pour dames, des hautes chaussures pour dames. Mais cette photo n'avait pas seulement ça comme message. Avoir Carl Lewis dans des chaussures pour dames, avec son derrière levé en air, est quelque chose qui a engendré un peu de suspect. Après des investigations conduites, il a été découvert que telle publicité n'avait pas été publiée dans le pays où la communauté mélanoderme était puissante, pour peur que ces communautés boycottent ces produits. Ainsi donc, ces publicités ont été mises en disposition seulement dans les pays où la communauté mélanoderme, ou comme nous disons souvent afro-descendants, n'avait pas d'influence économique et pas d'influence politique. Une analyse a posteriori de cette entière campagne a présenté des points très importants.
Des points qui ont, d'une certaine manière, se reflètent dans la psychologie des afro-descendants, comme l'on aime bien le dire. Et nous allons citer 3 points. Que la présence mélanoderme en Europe n'a pas une telle puissance économique reconnue, ainsi que ils sont incapables de pouvoir répondre aux injustices qui leur sont attribuées. Le deuxième point est que dans les pays où la communauté mélanoderme est puissante, ayant accumulé une présence politique et économique, ces genres de publicités ne sont pas présentes. Le troisième point est que le pouvoir économique, le pouvoir d'un véhicule, le pouvoir de la publicité et le pouvoir de la connaissance n'ont aucun bénéfice s'ils ne sont pas contrôlés pour votre bénéfice. Le pouvoir, ou disons, la connaissance détermine la position et le positionnement économique d'un peuple. La connaissance détermine le positionnement social. La connaissance détermine le positionnement et la force politique d'un groupe, d'un peuple. Et son importance doit être compris et contrôlée si ces groupes, de manière à ce qu'ils puissent rendre ces groupes puissants, de manière à ce qu'ils puissent compéter et vivre en harmonie avec les autres groupes. La connaissance est la clé du survie pour toute entité, tout groupe, tout peuple. Et cette connaissance a une faible utilité ou signification si on ne possède pas la sagesse et les moyens, tout comme les instruments pour l'utiliser de manière correcte. Les informations sont essentielles si une personne ou un groupe de personnes décide d'agir pour leur propre bien. Et par conséquent, l'accumulation soigneuse, évaluée et analysée d'informations est un élément très important pour déterminer les points forts de la connaissance qui peut être à son tour utilisé pour rendre puissant cette communauté. En faisant une transposition ou une comparaison avec le corps humain, nous pouvons tout de suite nous rendre compte que le cerveau sert comme base de pouvoir qui rend tous les processus informatifs inhérents dans le corps physique d'être fonctionnants. Ainsi donc, nous pouvons dire que le cerveau détermine l'extension de notre contrôle ou de notre pouvoir. Ou je dirais encore mieux que le cerveau détermine l'extendue de notre connaissance, contrôle l'étendue de notre connaissance. À travers notre vie, nous avons été appris et nous avons été dit qu'une personne moyenne n'utilise que les 10% de son cerveau. Et nous avons accepté cette limitation mentale sans jamais poser de questions sur sa signification profonde. Nous allons ici essayer de placer une considération par rapport à cette déclaration. Et nous allons essayer
les mettre dans le cas d'un employé, d'une relation entre un employeur et un employé. Admettons que vous possédez une compagnie et vos employés ne travaillent que les 10% de leur temps. Et que votre compétiteur, lui, a des employés qui peuvent travailler jusqu'au 12% d'efficience. Les 2% de différence va être très grand par quand on multiplie par le nombre de personnes qui travaillent et va créer les marges de votre compétiteur. Admettons maintenant que votre cerveau travaille pour vous, pour nous. Et que, en ce moment-là, nous devons nous poser la question. Pourquoi devons-nous nous limiter seulement aux 10%? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous permettre de vouloir plus? Parce que si nous avons accepté la notion selon laquelle nous n'utilisons que le 10% de notre cerveau, comment pouvons-nous penser être compétitifs aux côtés de ceux qui utilisent 12, 15, 20, ainsi de suite, de leur capacité mentale? La question à ce dilemme est assez simple et ne demande pas qu'on puisse y mettre beaucoup de ressources en termes d'argent et de temps. Les systèmes éducatifs et les départements de psychologie sont déjà au courant depuis très longtemps des processus qui peuvent permettre à une personne d'accroître sa capacité cérébrale, qui veut dire augmenter la quantité ou les pourcentages effectifs d'utilisation du cerveau. Et ceci ne peut être réalisé qu'à travers le développement des facultés mentales, à travers des applications cognitives et des techniques, des hautes techniques d'ordre mental. Je vais répéter, ceci peut être, c'est-à-dire on peut accroître sa capacité cérébrale à travers des applications cognitives ou des techniques élevées de pensée ou d'ordre mental. Penser développe en nous la capacité de lire, d'écouter et de voir. La cognition est l'effet de la clarté, du savoir et de la perception de toutes les informations qui rentrent ou qui nous arrivent au niveau mental et établit un sens profond de liberté et de confort intérieur. La cognition représente la cognition représente une hiérarchie dans un processus primaire des pensées qui comprend les littérales, l'efférentiel et l'évaluatif. Je répète, les littérales, l'efférentiel et l'évaluatif. Les compétences littérales vous aident à comprendre les basiques de la signification des choses. Pendant que l'efférentiel ou les compétences efférentielles vous apprennent à lire entre les lignes et à raisonner. Ou, comme on dit, à découvrir la vérité. Les compétences évaluatives vous aident à formuler des opinions et à mettre des décisions intelligentes après avoir analysé toutes les informations ou les datas disponibles. Nous pouvons essayer d'illustrer de manière encore plus profonde ces processus en dessinant
en faisant un dessin de notre expérience personnelle et en les condivisant avec les autres. Et ceci nous porte à la considération seconde dont nous avons parlé sur Père Noël. Comme un enfant, beaucoup sont appelés à croire aux mythes, aux mensonges sur un homme appelé Père Noël. Nous sommes souvent introduits, nombreux sont ceux qui sont introduits à leur enfance par les membres des familles qui les aiment et qui pensent que le mensonge sur Père Noël est une fantaisie qui ne fait pas du mal. Vous avez été dit, ou nous avons été dit, que si nous avons été bons, si vous avez été bons, que ce gros ventre avec de la barbe va vous apporter des cadeaux que vous désirez. Cette croyance en ces mensonges a ouvert ou vous a mis dans des conditions d'être manipulé par les membres de votre famille et de votre entourage à travers des années. Parce qu'il y a une interprétation littérale des histoires sur le Père Noël. Vous avez été dit si vous n'avez pas obéi aux ordres donnés par les parents, eh bien, le Père Noël vous ne vous apporterait pas une bicyclette. Et si vous vous comportez mal, d'une manière ou d'une autre, que le Père Noël ne va pas s'arrêter à votre maison. Ceci fait voir comment un mental, un esprit jeune peut être manipulé. Quand vous grandissez, vous arrivez à ce qu'on appelle l'étape inférentielle de l'âge, de développement. Et vous commencez à lire entre les lignes et à poser des questions sur cet étranger pour lequel vous devez, cet étranger qui, soi-disant, surveille à la loupe vos comportements. Et nombreux sont allés vers leurs parents avec leurs questions sur ces personnages. Et nombreux ont posé la question. Comment était-il possible que Père Noël visite toutes les maisons du monde dans la même nuit? Et comment les élites répondent à une telle situation? C'est en mettant un mensonge sur un autre. Un mensonge plus grand pour couvrir les mensonges précédents. Et à la fin, les mêmes parents vont se poser la question pourquoi les enfants mentent autant, ne se rendant pas compte qu'ils ont appris des maîtres. La question qui a souvent été donnée est que le Père Noël a des gens qui l'aident à délivrer des cadeaux. Mais que pour votre cas personnel, le Père Noël vient personnellement. En grandissant, bien entendu, on découvre que votre maison n'a pas de cheminée. Et quand vous posez la question, comment était-il possible que le Père Noël vous apporte des cadeaux à travers les cheminées quand vous n'en avez pas? Eh bien, la réponse que vous vous retrouvez est créative, encore un mensonge serait un autre. Eh bien, on vous répond que Père Noël a des pouvoirs magiques et qu'il pouvait faire apparaître et faire disparaître un cheminée sur votre toitier pour y rentrer déposer des cadeaux. Et après, il va voler pour aller dans la maison suivante. Ces genres de mensonges ont été présentés dans tous les enfants, à tous les enfants, dans la culture où Père Noël est présent. Et c'est seulement quand vous grandissez encore et vous arrivez dans l'âge évaluatif, en développant les compétences évaluatives, qu'on arrive à remettre encore en question
Cet exemple cité, celui du Père Noël, dans le processus de comprendre les ramifications de la vie. Quand vous apprenez finalement, arrivé à l'état de la évaluation et vous avez réévalué le tout, que Père Noël est un mythe, vous commencez à réaliser que tous les cadeaux que vous avez reçus à travers les années étaient les cadeaux faits par votre père, votre mère, vos grands-parents, oncles et tantes. Mais vous avez été dit qu'ils venaient de la part du Père Noël. Et vous leur posez la question. Pourquoi est-ce que quelqu'un voulait donner du crédit pour des cadeaux qu'ils ont eux-mêmes achetés à quelqu'un d'autre qu'ils ne connaissent pas? Et la seule réponse satisfaisante que vous allez recevoir est que ces histoires sont passées de génération en génération. Ils ont été nourris de mensonges comme enfants. Et à leur tour, quand ils vont faire des enfants, ils vont leur nourrir des mensonges. Ainsi qu'aujourd'hui, en tant que parents, nous devons nous armer de sciences et de connaissances. Parce que la connaissance est un pouvoir et que le pouvoir sans contrôle n'est rien du tout. Père Noël était originellement connu comme Saint Nicolas par les premiers colons allemands en Amérique. Cette histoire a été transcrite dans la littérature anglaise où Saint Nicolas est devenu Père Noël. Et à travers les années, cette apparence de Saint Nicolas continue à évoluer. Et l'image que nous connaissons aujourd'hui du Père Noël est apparue pour la première fois en 1863. Récemment, beaucoup de familles mélanodermes sont engagées dans les tentatives d'avoir un Père Noël noir. En admettant de manière assez incautionnées un personnage étranger à la culture mélanoderme comme faisant partie de ces systèmes. Les mélanodermes ne vivent pas dans le pôle Nord et il n'y a aucun sens, il ne fait aucun sens d'avoir un homme noir vêtu d'un mensonge blanc pour apporter des cadeaux aux enfants noirs. La morale de cette histoire est que nous avons été trompés dans le passé. Et nous allons continuer à tromper les autres dans le futur. Au moins que nous prenons conscience de la situation et nous nous soustrayons de ces cycles de mensonges. Si nous avons le désir d'apprendre nos enfants à vivre, à se relationner avec la vraie réalité, nous allons tout de suite réaliser, en leur racontant la vérité, qu'ils sont plus capables de gérer les difficultés que les générations passées ont été en mesure de. Les mélanodermes doivent grandir leurs capacités cérébrales en développant des compétences cognitives. Ces processus commencent en réexaminant toutes les informations qui ont été présentées, en les évaluant, en nous basant sur notre propre expérience culturelle, sur nos propres histoires et sur nos propres mythes. Les mythes sont essentiels parce qu'ils permettent de comprendre, à déterminer notre propre manière, notre propre particularité de nous relationner et de définir le monde et les peuples qui y habitent. Ce processus nous enseigne à définir notre propre réalité
et de ne pas nous laisser influencer par les mythes des autres. Le cerveau humain est un muscle et comme tel, il doit être exercé avec les processus informatifs cognitifs à caractère évaluatif. Avec ceci, je vais tout simplement dire que nous devons développer des capacités cognitives et analytiques. Des capacités cognitives à échelle analytique. C'est seulement de cette manière que nous serons préparés pour affronter le monde et à nous redessiner notre propre place. Je vais vous laisser ici avec un exercice. Je vais citer certaines célébrations qui, dans beaucoup de cas, nous avons été assimilés et que nous célébrons. De manière à ce que nous pouvons créer, voir, individuer, localiser notre relation avec ces festivités, avec ces célébrations. À travers les processus cognitifs et analytiques, évaluons notre degré de relation ou de non-relation aux festivités que je vais laisser pour vous. Les Nouvel An chinois, quelle est notre relation avec cette célébration? Dans quel mensonge nous laissons-nous attraper et transporter? Le jour de l'indépendance américaine, le Ramadan, le jour de Columbus, le Kwanzaa, le Noël chrétien, la Pâque. Je vous laisse ces éléments à développer par rapport au processus que nous avons mis en exercice maintenant à travers les capacités cognitives que nous voulons développer pour pouvoir atteindre la pleine maturité de notre expressivité. Dua Necher, Dua Amonra, Dua Neb Ercher.